Bonjour à tous. Au cours du discours, je vais être amené à dire à un moment donné « trop c'est trop ». Alors comme on est à Carré, et qu'il y a pas mal de gens qui doivent parler breton, donc je dirais « trop c'est trop », et je vous invite à reprendre en chœur 2 ou 3 fois « réseaurer ». Matt ? Mesdames les apicultrices et messieurs les apiculteurs, citoyennes, citoyens. Ô toi, la femme ou l'homme des années moins 10 000 qui, sur les parois de la Cueva de la Areña en Espagne, nous a laissé le premier documentaire sur la récolte du miel, si tu savais ce qu'il advient aujourd'hui. Pline l'Ancien, qui, François d'Assise, écologiste de la première heure, qui parlait aux oiseaux, ils ne sont même plus là pour t'écouter. Si tu savais ce qu'il advient aujourd'hui. Peter Bruegel l'Ancien, en 1568, tu nous as laissé en héritage ce beau dessin à la plume et encre de Chine, les apiculteurs. Si tu savais ce qu'il advient aujourd'hui. Messieurs d'Adam et Langstroth, inventeurs de la ruche à cadre, modernisateurs de la pratique apicole, si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. Monsieur Karl von Frisch, prix Nobel de physiologie en 1973, pour les travaux repris dans le livre Vie et mœurs des abeilles, si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. Frère Adam de l'abbaye de Buckfast, qui parce que les abeilles anglaises furent décimées par une épizootie, chercha à mettre au point par croisement une lignée résistante, dite aujourd'hui abeille Buckfast, si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. Et tous ceux que je ne peux nommer, si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. La prophétie Carson se réalise. Le printemps silencieux a mis plus qu'un pied dans la porte du vivant. Il est entré dans la maison commune. Aujourd'hui, Rachel Carson, nous dirions de vous que vous êtes une lanceuse d'alerte. Nous y voilà, tel Sisyphe, condamné à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Nous, apicultrices et apiculteurs de métier ou de cœur, sommes condamnés chaque printemps à refaire le travail estival que l'hiver n'aurait pas dû détruire. Nous remplissons sans cesse nos ruches qui ne sont plus que des tonneaux, des danaïdes. Il est urgent de sortir de cette situation absurde et interminable et répétitive. Les rois et les reines et les empereurs, pas si lointains dans l'histoire, ornaient leur blason de l'abeille. En ces temps jupitériens, serait-il encore possible de mettre une abeille dans les emblèmes nationaux? Non, au grand jamais non, cela ne serait plus possible, car l'emblème n'est plus que cadavre bourré de chimie toxique. L'agrochimie a ouvert la boîte de Pandore et ne veut pas la refermer, bien évidemment, sauf que nous sommes là et que nous voulons. Nous voulons de nouveau voir en quantité le rouge flamboyant des coquelicots dans les prairies, les champs de blé, et oublier qu'aujourd'hui, ils ne sont visibles que dans la clarté bleutée de nos écrans. Le glyphosate, dont on sait depuis peu que rendu dans l'intestin de l'abeille, il perturbe fortement son microbiome et donc son immunité. L'intestin, vous savez, ce deuxième cerveau. Le glyphosate est autorisé encore pour 3 ans, soi-disant selon la FNSEA, pour trouver d'autres alternatives. La FNSEA, un État dans l'État, la FNSEA. Voilà pourquoi, comme il y a eu la loi de 1905 pour la séparation de l'Église et de l'État, nous demandons la loi de 2018 pour la séparation de la FNSEA et de l'État. Fini les herbicides chimiques dont les contrées
d'ici et d'ailleurs. Trop, c'est trop. Réseaurer, réseaurer, réseaurer. Je continue, merci. Nous voulons de nouveau voir les insecticides naturels, volants et rampants, diurnes et nocturnes, se goberger, croître, se multiplier et s'engraisser avant l'hiver. Les néonicotinoïdes ne sont plus autorisés depuis le 1er septembre 2018. Nous ne voulons pas de dérogation. Primo, parce qu'une limite est une limite. Et deuxièmement, parce qu'il faudra 2 à 3 années avant de voir les premiers effets de l'arrêt de leurs usages. Fini les insecticides chimiques ravageurs dans les contrées d'ici et d'ailleurs. Trop, c'est trop. Réseaurer, réseaurer, réseaurer. Nous voulons de nouveau pouvoir nous réjouir d'une eau de nos rivières vraiment assainie, sans qu'une arrière-pensée attristée ombre le plaisir de voir un enfant jouer au moulin à eau. Ou bien encore, nous ne voulons plus nous demander à quel niveau de notre corps se colleront les algues vertes quand nous irons nous baigner à la mer. Tout de suite aux chevilles, aux genoux, ou alors avec un peu de répit à la ceinture. Fini les engrais de synthèse, et que la vie revienne en abondance dans les sols. Trop, c'est trop. Réseaurer, réseaurer, réseaurer. Nous ne voulons plus que les agriculteurs et les salariés du monde agricole ou paysager soient les victimes avec leurs familles de pratiques qui doivent dès à présent devenir ancestrales. Oubliez les odeurs insupportables laissées derrière les pulvérisateurs, même les plus performants. Oubliez la chimie pulvérisée près des lieux habités, et en plus sans respect de la limite du vent. Mais il faudra malheureusement au moins 18 générations à nos frères des Antilles pour oublier le chlordécone. Fini les victimes des pesticides, ici comme ailleurs. Trop, c'est trop. Réseaurer, réseaurer, réseaurer. Nous voulons de ne plus avoir que le choix de nourrir de produits issus de l'agriculture biologique, et même qu'à terme, il ne soit plus nécessaire de le préciser, parce que ce sera devenu une évidence. Consommer bio n'est pas une mode, c'est un projet de société, un projet de civilisation, tout simplement. Reléguons au livre de l'histoire la période de l'agrochimie et de l'agrobusiness en parlant comme d'une mode qui fit des ravages dans le monde du vivant. Fini la pourriture dans les assiettes et quel que soit le revenu de chacun. Trop, c'est trop. Réseaurer, réseaurer, réseaurer. C'est bien. Aujourd'hui, nos dirigeants et nos dirigeantes sont comme les rois singes, les 3 singes. Ils ne veulent pas entendre ni même écouter, ou alors parce qu'on leur hurle dans les oreilles. Ils ne veulent pas voir ni même regarder, ou alors parce qu'on vient en vélo sous leurs fenêtres, et encore bien encadrés et coincés sur un bout de trottoir par les CRS comme à Quimper. Ils ne veulent pas parler, si ce n'est dire des promesses non tenues ou mal tenues, parce qu'ils n'ont rien à exprimer que mépris, en nous jetant des miettes et encore avec retenue, comme notre ministre de l'Agriculture le ferait à des pigeons sur le rebord d'une des fenêtres de son ministère. Monsieur l'administrateur, sachez que nous ne sommes pas des pigeons roucoulants pour des miettes. Ceux qui ont fait du vélo pour faire connaître leur désarroi ne se nourrissent pas de miettes. Ils et elles ont besoin d'un casse-croûte solide pour continuer à vivre dignement de leur travail. Mais sans doute, nous les mouchiers sans intérêt, ne sommes-nous que des sous-agriculteurs. Mais nous n'aspirons à rien à devenir un prolétariat de l'agriculture, et encore moins un lumpenprolétariat. Voilà des années que les aides européennes servent une agriculture conventionnelle, tueuse d'abeilles et de la biodiversité tout entière. Voilà des années qu'il y a des aides européennes à la reconstruction du cheptel et que la région s'engage dans l'aide au renouvellement, et plus encore aujourd'hui. Merci à la région. Mais jusqu'à quand cette gabegie pour remplir les ruches des Danaïdes? Tout cet argent gaspillé qui aurait pu servir à la transition agricole?
Des centaines de millions d'euros gaspillés et encore gaspillés. Un petit coup trop, c'est trop. Réseaurer. Ça, c'était pas écrit. Est-ce donc cela faire de la politique intelligente? On paye pour ne rien voir. On paye pour nous faire taire. On paye pour ne rien entendre. Et ce matin, je rajoute un quatrième singe. Celui qui se bouche le nez pour ne pas sentir l'odeur des abeilles mortes sur leurs provisions d'hiver. Ça suffit. Trop c'est trop. Réseaurer. Du cœur, du courage et au boulot à présent. Car la tâche est immense. Il faut sauver l'apiculture nationale et faire cesser l'hécatombe. Il faut sauver l'apiculture européenne et faire cesser l'hécatombe. Il suffit maintenant de nous culpabiliser en nous renvoyant à nos soi-disant pratiques inadaptées. Quand le varroa est arrivé dans nos ruches début des années 80, les apiculteurs se sont mis au boulot pour trouver des solutions. Et à l'époque, il fallait au moins 3 ans pour voir une colonie s'effondrer sans intervention. Des solutions ont été trouvées. Nos ruches survivaient à des milliers de varrois expédiés ad patres pendant l'hiver. Et dans notre pays, nous faisions, sans trop sourciller, jusqu'à 40 000 tonnes de miel, de quoi couvrir la demande intérieure. Aujourd'hui, c'est un cercle vicieux, infernal, dans lequel nous sommes plongés. Parce qu'effectivement, sinon on ne fait rien, on ne donne pas cher de la peau des colonies. Alors nos responsables sanitaires relayent, sans innocence, je dis bien sans innocence, un discours culpabilisant, donnant ainsi un permis de polluer, pire de tuer à l'agrochimie. Comment expliquer la fonte de près de 80% de la masse des insectes en Europe? Ce n'est évidemment pas le varroa qui décime les papillons, les coléoptères et tous les autres hyménoptères, les lépidoptères, ce que vous voulez. Sauf qu'aujourd'hui, la limite est atteinte, parce que même si l'on fait tout dans les règles de l'art, un tiers du cheptel breton a crevé pendant l'hiver. Et les enquêtes officielles font état de pertes importantes en Nouvelle-Aquitaine, en PACA et Bourgogne-Franche-Comté. Grosso modo, un tiers des régions. Alors oui, il y en a qui se plaignent de rien, soit par chance, ils sont passés à côté de la grande faucheuse, soit par déni de la réalité, soit ils sont envahis par la culpabilité de n'avoir, selon eux, pas fait ce qu'il fallait. Nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas coupables. Oui. Ou bien alors, ils sont atteints, comme beaucoup d'entre nous par moments, quand nous nous sentons très las, très las. Atteints donc d'un mal terrible, la résignation acquise. La résignation acquise. Vous entendez ce que je veux dire? Ce n'est pas une notion nouvelle. C'est comme ça, on n'y peut rien. 10% de perte, on accepte, puis 15, puis vient ensuite 25 et 30. Bon allez, on refait du cheptel encore et encore. Mais jusqu'à quand la résignation? L'acceptation de que ce soit de perdre des ruches ou voir sa dignité. Mais voilà que celles et ceux qui sont englués là-dedans réalisent qu'ils ont le pouvoir sur eux-mêmes et celui de se faire entendre. Quelques coups de fil, un rassemblement, un vélo, et hop, en avant, pour Rennes, puis Paris, un festin à Saint-Trégornant. Aujourd'hui Carré, et bientôt, la presqu'île de Quiberon. C'est simple, non? Alors, pensez à cela. Quelle est ma part de résignation acquise à mon insu? En tout cas, je pense à vous voir ici, qu'une part de vous-même s'en est affranchie. Avant de conclure, je demande à Balthazar, le maître des abeilles, un peu mage, imaginé par Henri Vincelot, d'aller, avec son compère, le pape des escargots, dire à la femme ou l'homme de la Cueva de la Reina, à Pline l'Ancien, à François d'Assise et Hildegard von Binden aussi, ainsi qu'à Peter Bruegel l'Ancien, et messieurs d'Adam, Langstroth, von Frisch et aux frères Adam, allez leur dire que nous ferons tout ce que nous pourrons pour que la prophétie de Rachel Carson n'aboutisse pas, et que nous ferons tout pour fermer la boîte de Pandore, et que nous transformerons nos ruches, tonneaux des Danaïdes, en tonnelles pour boire un chouchen frais, un pastis ou un nectar de fruits frais, pour fêter le printemps plein du gazouillis des oiseaux préparant les couvées à venir. Nous,
Apicultrices et apiculteurs professionnels, nous voulons gagner notre vie sereinement. Nous, apicultrices et apiculteurs plus réactifs, nous voulons pouvoir compléter nos revenus sereinement. Nous, apicultrices et apiculteurs de cœur, nous voulons paisiblement faire profiter de notre miel familial aux gens que nous aimons. Nous allons à présent rendre hommage aux colonies d'abeilles disparues.